Alors, cette musique, c'est juste pour vous dire que la Côte d'Ivoire avance et que les grincheux, les aigris, les complexés, c'est leur affaire s'ils ne veulent pas rentrer dans le train de la réconciliation, dans le train du développement. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'être une terre apaisée. Mon propos aujourd'hui va s'articuler autour de 2 points. Le premier point, c'est la rencontre Bédié Gbagbo à Daoukro. Il ne faut pas en attendre grand-chose. C'est un coup de com', un coup médiatique. En fait, qui est basé sur l'hypocrisie et sur du sable. Vous vous souvenez, il y a quelques années, Gbagbo et son épouse ont fait un grave accident à quelques centaines de kilomètres d'Abidjan. Bédié a mis tous les moyens à leur disposition pour qu'ils soient transportés en toute urgence à Abidjan. Et ça les a sauvés d'une mort certaine. Ça n'a pas empêché l'assassinat de nos jeunes militants RHDP à la maison du PDCI à Cocody, qui était entre-temps le siège du RHDP pendant les élections de 2010. Ça n'a pas empêché que Bédié même soit reclus au Golfe et qui a été bombardé. Donc pour moi, c'est juste un effet d'annonce, et puis sans plus. Parce que si vous regardez bien, entre Bédié et Gbagbo, qui va être celui qui va conduire le groupe qu'ils sont en train de former. Tellement chacun va être président. Donc ça va être difficile. Alors pour moi, je ne vois pas ça comme quelque chose d'important. La deuxième chose, je voudrais dire merci au président Ouattara, Alassane Ouattara. J'avoue que sa bonté et son humanité m'étonnent de jour en jour. Je suis surpris, mais agréablement surpris. Voilà un monsieur qui, après avoir subi les affres de la politique identitaire en Côte d'Ivoire, a quand même baptisé le 3e pont Henri Konan Bédié. En fait, si quelqu'un n'est pas bon, si quelqu'un ne se met pas au-dessus de certaines choses, il ne peut pas poser l'acte qu'il a posé. Parce que je suis convaincu que le président Bédié n'aurait jamais même dit voilà le pont Alassane Ouattara. Et ça, je voudrais lui dire merci. On peut piloguer comme on veut. On peut peut passer par Mons et Vaux. Mais la réalité, elle est là, elle est implacable. Un pont s'appelle Henri Konan Bédié et c'est l'œuvre d'Alassane Ouattara. Et je lui dis merci.
Et c'est pour cela que je dis que je veux saluer son humanisme. Quelqu'un qui est toujours prêt à tendre la main aux autres. Quelqu'un qui est toujours prêt à se battre pour que tous les fils, pour que toutes les filles de Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour la réconciliation et la construction de notre pays. Je voudrais vraiment lui dire merci. Il a posé plein d'autres actes. Je vois ceux qui s'en vont et marcher. Je vois ceux qui sont soignés à longueur de journée, ici en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, même parmi ces pires profondeurs. Mais c'est la qualité d'un homme. Un homme d'État ne doit pas regarder dans la basse-cour. Il doit se mettre au-dessus. Et c'est pour cela que je voulais le féliciter. Le deuxième point, j'ai dit que Gbagbo n'était pas venu, il n'était pas en tout cas venu pour la réconciliation. Vu les actes même qu'il a posés dès sa descente d'avion. On m'a traité de tous les noms. On m'a insulté. Je ne sais pas quelles injures j'ai pas eues. Mais ce qui me console, c'est que Jésus-Christ même qui est venu pour sauver le monde, qui n'est pas pécheur, il s'est trouvé des fous pour l'humilier, pour le chicoter, pour le crucifier. Donc moi, qui suis un pécheur impénitent, moi je n'ai aucun souci. Donc, les injures passent, mais la réalité elle est là. Gbagbo nous dit qu'il n'a pas perdu les élections. Ça veut dire ce que ça veut dire. Gbagbo dit qu'il est d'accord avec le boycott actif. Ça veut dire ce que ça veut dire. Gbagbo dit qu'il est venu faire de la politique. J'espère qu'il fera la bonne politique, parce que la politique qui nous a servi jusqu'à maintenant a donné 3000 morts. Donc sa politique, faut qu'il fasse la bonne. Tout le monde se réjouit parce qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, parce que 10 ans quand même hors du pays, c'est intenable. Donc on se réjouit qu'il soit rentré grâce à la magnanimité du président de la République. Mais je voudrais dire que l'acquittement là, ça lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ça ne doit pas lui permettre de monter sur ses grands chevaux. Il est catholique maintenant. Et la Bible déclare que le sang innocent réclame toujours justice. Il faut que Gbagbo comprenne que ceux qui sont morts inutilement, quelquefois du fait de l'article 125, ne doivent pas passer par perte et profit. Et quand il rentre en Côte d'Ivoire, parce que acquitté, lui-même sa conscience doit lui parler. Pour dire, je n'ai peut-être pas été le donneur d'ordre, mais pour mon pouvoir, voilà ce qui s'est passé. Et c'est important. Il ne doit pas dire, j'ai été acquitté, qui a tué? Quels sont donc les auteurs? Ce n'est pas le discours qu'il doit tenir. Moi, je voyais Gbagbo Laurent comme quelqu'un qui est venu pour rentrer dans le train de la réconciliation nationale, impulsé par le président de la République. Je n'ai pas eu Gbagbo en guerrier. Parce que dans mon esprit et dans l'esprit de tous ceux qui vivent sur la terre, il y a un temps pour faire la guerre. Et il y a un temps pour faire la paix. Surtout quand on pense à ses enfants et quand on pense à ses petits-enfants. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de contrer les djihadistes. C'est la priorité du président de la République et du ministre d'État, ministre de la Défense.
Il multiplie réunion sur réunion, colloque sur colloque, visite sur visite. Matin, midi et soir, il est sur le terrain, en train de galvaniser les troupes, en train de leur demander quels sont les besoins pour leur apporter une réponse. Aujourd'hui, c'est à ça que la Côte d'Ivoire s'attelle. Comment contrer toutes les velléités djihadistes. Et moi, j'encourage le Conseil national de sécurité avec à sa tête le président de la République et le ministre de la Défense, le ministre d'État, le ministre de la Défense, dans leur œuvre de sécurisation de la frontière et dans la protection des biens et des personnes. Que Dieu nous bénisse. En vérité, on n'a pas besoin de Gbagbo même pour faire une réconciliation. Gbagbo est pétier là. Nous, en Côte d'Ivoire, on s'entend déjà. Gbagbo était là, il n'y avait pas la paix en Côte d'Ivoire. Bédié, il était là à Taokro, il n'y avait pas la paix en Côte d'Ivoire. Ils vont danser jusqu'à quand ils viendront voir leur président de la République, Alassane Ouattara. Donc c'est vous les bêtes écologiques comme vous, comme ça, qui insultez les gens là. C'est vous là qui allez vous tuer, pensant et pour rien. Passou, le roi Passou, Sam l'Africain, votre héros national qui allait à La Haye, qui a fait votre fierté à vous, le même dit que ce n'est pas Alassane qui a emmené Gbagbo à La Haye, que les coupables là sont là. Et vous-même, vous les connaissez. Répondez en bas. Et on l'attend au RHDP-RDR. Si Gbagbo, je te le dis, hein, si Gbagbo, c'est notre maître, on ne peut pas le désobéir. Mais si Gbagbo dit, il va aller faire une plateforme avec les bédiers là, moi je vais aller à la RDP. Si Gbagbo le fait, moi je vais aller à la RDP pour le combat. Parce que ceux qui ont mené Gbagbo à la RDP là, c'est pas la femme. Gbagbo même sait bien, il sait de quoi je parle. J'ai été quand même un maître de la situation. Je connais beaucoup de choses. Si je vous dis ceux qui ont mené Gbagbo à la RDP, Gbagbo même connaît c'est qui. Ils sont là. Ils sont là. On dit les cris trop. Ah, donc c'est pour Jazz. Votre Gbagbo là, il va faire quoi à la Maka là-bas? Ils ont ses parents, ils ont ses frères qui sont là-bas. Pour nous, là, c'est un civil. Même devant la porte de la Maka, il fait une demande, on refuse. Il ne faudrait pas que vous voyez ça en mal. Ceux qui sont morts pour lui, par sa faute là, à Diokoué là, c'est son demande quand il les voit là-bas. Notado, le Prado, Alassane Ouattara, son excellence, n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. S'il était méchant, il y a longtemps que Gbagbo était parti. Parce qu'ils ont atteint aussi à la vie d'Alassane Ouattara qu'il a pris la clôture au temps de Gbagbo Laurent. Qui a fait ça? Écrivez en bas. On connaît nous tous qui a fait ça. Ce que vous devez faire, vous les gars, c'est de dire à votre Gbagbo là, d'aller voir son président, Alassane Ouattara, son excellence, aller voir prisonnier, aller... C'est un prisonnier qui t'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo, ça fait mal, mais son excellence Alassane Ouattara, c'est ton président. Ça brûle, ça fait mal. Qui dit garçon? Mais attends, ton cœur va le voir. C'est ça la vraie réconciliation. C'est ça le système. Tu nous as appris ça, non? Nous allons te montrer ça maintenant. Je suis panafricain. Je suis panafricain. Pourtant, ils sont calés en Europe là-bas, en train de bénéficier de tous les vrais Jossi qui sont là-bas. Et je suis panafricain ici. Mais laisse tout ça et puis il faut rentrer. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui parlent de panafricanisme, laissez vos bureaux, laissez Internet, prenez les coris, parce que coris là, avant c'était de l'argent. Laissez les billets des blancs là. Et puis vous retournez, vous faites le retour à la terre. C'est là-bas là qu'on travaille dans la terre. Autrefois là, le panafricain ça a commencé là. Je suis panafricain. Pourtant, ce sont eux qui ont des gros téléphones, des blancs. Je suis panafricain. Ils sont chez les blancs. Et puis ils disent, je suis panafricain. Mais tu es panafricain là. On t'a pas dit de ne pas voyager. Mais quand tu voyages là, il faut rester à Bamako. Il faut rester au Burkina là. Tu restes au Burkina, tu restes au Togo, tu restes au Bénin. Tu restes dans l'Afrique. Et ça on appelle panafricain. Mais tu es chez eux là-bas. Tu fais le malin, tu es au frais. Tu as une famille. Et c'est toi matin, midi, soir, tu es panafricain. Quand tu es dans ton champ là-bas, là, tu parlais français. Tes arrière-grands-parents parlaient français. La Côte d'Ivoire, au Côte d'Ivoirien. Tata. Gbagbo. Mais dans ton parti même là, tu n'es pas président. Il faut qu'il se réconcilie avec Afin Guessan.
qui est le président légitime du parti FPI. C'est pas Gbagbo. Tu as créé, mais c'est pas toi le président, ça a fini ça. Il faut te réconcilier avec lui. Va te réconcilier avec le numéro 2 du FPI, qui est Simone. Quand tu finis tout cela, et puis tu viens voir maintenant son Excellence Alassane Ouattara, ton président de la République. Transmets ça à Bédier, votre président de la République de Côte d'Ivoire. On vous parle de violence, mais c'est Gbagbo qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Gbagbo que la violence existe. Exciter le peuple, exciter la jeunesse, enlever la peur dans les yeux de la jeunesse. Parce que Gbagbo lui-même l'a dit. Je vais enlever, supprimer la peur. Mais quand on supprime la peur dans les yeux de quelqu'un, et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. La jeunesse n'a plus peur de faire quoi que ce soit. Mais le terminus, c'est le RHDP. Le terminus, c'est son Excellence Alassane Ouattara. Et tu as fait au tout. Gbagbo aujourd'hui paye pour le non-respect à Houphouët-Boigny. La main a manqué de respect aux vieux, aux pères de la nation. Toi, Gbagbo, tu savais où on trouve, où on peut prendre crédit, pouvoir construire le pays. Toi, tu savais où on peut prendre l'argent. Le vieux, il s'est tué pour construire, lui, sa Côte d'Ivoire, avec ses contacts, avec son cerveau. Et c'est toi qui vas montrer aux gens que toi, tu es trop politicien. Tout ce malheur-là, c'est ça qui te retombe là-dessus. La douleur du peuple de la nation. La plus belle de mes décorations, celle qui permet de ne pas répondre aux injures par des injures, à des grossièretés par des grossièretés, de dire de contre-vérité pour ne pas dire autre chose. Mais la plus belle des médailles, j'étais ici porté commandeur de la courtoisie française. Bien vrai que le père de la nation est mort, Feu-Félix Houphouët-Boigny, mais celui qui va contre son poulet, Alassane Ouattara, va contre l'idéologie de Feu-Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Vous les baoulés là, faites très attention. C'est vrai que c'est Dieu qui bénit. Donc Dieu est passé par le père de la nation, Feu-Félix Houphouët-Boigny, pour pouvoir bénir son Excellence Alassane Ouattara. Vous avez vu que son choix était correct et il n'a pas eu tort. Il est bâtisseur comme son mentor, Félix Houphouët-Boigny. Et il est plus béni que les deux là, Bédier et Gbagbo Laurent. Le seul qui a honoré le père jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a suivi ses conseils. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire et ça sera mieux que ça. On parle des gens qui savent ce qu'ils veulent. Le Rwanda, pourquoi ça marche? Mais tu veux l'argent, on t'attrape. Au Rwanda, on a passé des minutes à un ministre en plein conseil des ministres. Parce qu'il ne pouvait pas justifier l'utilisation de certains fonds. C'est ça la dictature éclairée. C'est ça. Kagame, là, tout le monde l'admire, mais tout le monde n'a qu'à faire comme lui. Si tu ne veux pas faire comme Kagame, parce que toi, tu veux la démocratie, chaque matin, tu dois téléphoner à Paris, l'autre a volé 10 milliards, qu'est-ce qu'on fait? Non, on fait quoi? On lui fait rien, c'est la démocratie. Tu dois appeler Londres, tu dois appeler Washington pour demander. Non, Kagame n'appelle personne. Quand Kagame voulait appliquer pour le mandat actuel, les Américains, tout le monde était contre lui. Il a dit, mais moi, c'est mon peuple. Il est passé, il dirige. Le jour où Kagame partira et qu'un soi-disant démocrate viendra, vous aurez le désordre. On aura encore la guerre civile entre Hutu et Tutsi parce que les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Si Kagame pouvait vivre longtemps pour faire 50 ans au pouvoir, les gens auront le temps d'oublier les blessures. Mais il faut être réaliste. Pourquoi on veut faire comme les autres? Démocratie, droits de l'homme, machin, d'accord. Moi, j'ai vécu dans des pays démocratiques, dans des pays où on respecte les droits de l'homme. J'ai vu comment ça marche. Ce n'est pas les droits de l'anarchie. Ce n'est pas les droits. Écoute, l'Allemagne est un pays démocratique ou non? Est-ce que tu sais qu'en Allemagne, en hiver, si la neige tombe la nuit, vous vous réveillez le matin, chacun a le devoir de nettoyer la neige sur son trottoir. Sur son trottoir. Moi, ça m'est arrivé, la voisine m'a dit, mais tu peux ne pas faire un, tu n'es pas obligé. Mais si quelqu'un glisse là-bas, il tombe, tout est à tes frais. Ah, tout est à mes frais? Comment ça? Donc, il faut quand même que les gens sachent de quoi que la démocratie, c'est la paresse, on ne fait pas si... Non, c'est pas normal. Et puis nos politiciens n'ont même pas le courage de le dire. Nous, on le dit actuellement, tu vas voir sur les réseaux comment ils vont m'insulter demain. Mais bon, il ne faut pas avoir peur d'être insulté. Parce que si nous continuons à parler pour faire plaisir aux gens, nos pays vont s'effondrer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre rendez-vous de chaque soir. Et durant ce rendez-vous, nous essayons à travers des arguments d'apporter notre part de vérité
avec des arguments que vous connaissez. Et nous souhaitons même la promotion de la pratique politique au travers des arguments, comme je le dis, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir valoriser nos idées, mais aussi d'apporter la contradiction sans chercher à vaincre qui que ce soit, mais plutôt à convaincre. Je vous dis bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous. Et comme dans nos habitudes, je dirais comme ça au gouvernement de la Côte d'Ivoire que pratiquement depuis 4 ans, tous ceux qui ont eu confiance à la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire broient de noir parce qu'ils ne peuvent pas entrer en possession de leurs épargnes pour réaliser leurs rêves, tout comme ceux aussi qui ont fait confiance à la politique du gouvernement qui voulait octroyer des maisons à caractère social aux Ivoiriens. Non seulement les uns et les autres n'ont pu avoir les maisons, mais encore ont-ils été incapables de rentrer dans leurs fonds qui, dit-on, seraient accumulés dans les caisses séquestres. Et donc, dans tous les deux cas, que ce soit le cas de la BACI ou de l'argent même des souscripteurs des maisons sociales, ça ne fait aucun sens parce que vous êtes en train de tuer le rêve de plusieurs Ivoiriens et vous êtes en train de faire souffrir beaucoup de familles et vous êtes en train de briser des entreprises et vous êtes en train de soumettre des personnes dans la plus grande humiliation et dans la pire des souffrances qui puissent exister. Et nous souhaiterions que les dirigeants actuels mettent fin à ces véritables injustices qui n'honorent pas du tout le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le deuxième sujet concerne un point de presse qui a été tenu aujourd'hui par certaines personnes affirmant qu'elles marcheraient contre la cherté de la vie. Et l'initiative citoyenne contre la cherté de la vie informe tous les Ivoiriens que la marche aura lieu ce mercredi 21 juillet 2021 à 8 h. Elle débutera à Cocody-Saint-Jean et se terminera au plateau. Les manifestants se rendront au plateau à la primature pour remettre au Premier ministre Patrick Hachi une motion. NB, tous les manifestants sont priés de porter un bandeau blanc et d'avoir en main un sachet bleu ou noir. Mobilisons-nous pour dire non à la cherté de la vie. Tu seras présent ou présente à la marche, viens pointer. Et donc, ce communiqué que vous venez de voir là est en réalité une action subversive, une action pour créer le trouble et favoriser le désordre social. Ce communiqué que vous voyez là, c'est la plateforme de l'Observatoire de Côte d'Ivoire 5, parce que ce site de la haine, ce site de la désinformation, ce site de l'intoxication, ça fait la 4e fois que ce site-là est fermé et ils sont à leur 5e version. Et sincèrement, il est temps que les autorités prennent des mesures assez fortes contre les administrateurs de ce site parce que sincèrement, la manipulation, le mensonge et surtout le fait de mettre en danger inutilement la vie des Ivoiriens à travers des actions qui sont financées et orchestrées par des opposants irresponsables, nous pensons qu'il est temps de rappeler ces personnes-là au même titre que ceux qui sont actuellement aux mains de la justice. Et donc, moi je vous le dis, le 21 juin 2021, il n'y aura aucune marche parce qu'en réalité, ce sont des opposants qui cherchent des voies et moyens pour mettre la vie des Ivoiriens en danger. Ce sont les opposants de la Côte d'Ivoire qui sont derrière ces personnes-là pour essayer, s'ils peuvent déjà commencer leurs troubles sociaux et selon eux, leur révolution. Et nous demandons aux autorités de prendre toute la mesure et l'ampleur de la situation pour décourager radicalement ces personnes-là afin que les citoyens épris de paix et de stabilité que nous sommes, nous ne soyons pas offusqués dans nos droits, encore moins que notre tranquillité ne soit bafouée. C'est très important. On ne peut pas faire la pluie et le beau temps avec des semeurs de troubles, des personnes qui ne respectent même pas l'État et qui vont pour remettre leur motion de marche à Amnesty International, comme si c'est cette organisation-là qui donnait les autorisations de marche ou de manifestation. Nous ne sommes nullement opposés ou nous ne disons pas qu'il n'y a pas une augmentation des prix, loin de là.
ben, c'est la qualité des personnes qui veulent marcher. Et l'intention cachée de ces personnes-là, c'est ce que nous critiquons. Et ces gens-là ne sont pas dignes de représenter le peuple parce que la cherté de la vie, ça ne date pas d'aujourd'hui. La cherté de la vie, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps. Ben, pourquoi subitement vouloir prendre cette situation-là pour émuer des montagnes? Ça répond simplement à des objectifs politiques. Et nous disons à nos autorités de prendre leurs responsabilités et de tuer dans l'œuf les velléitaires qui se cachent derrière ces mouvements-là et de les contraindre à être en face de la justice afin de répondre de ces actes. Le premier sujet de la journée est relatif à la titrologie. Les relations entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara occupent une place de choix dans la titrologie du samedi 17 juillet 2021. La presse ivoirienne s'intéresse également à la vie chère qui préoccupe actuellement les populations. Il est aussi question de la réconciliation nationale. Selon Soir Info, après un long moment, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ont repris le dialogue. Le journal écrit que les deux poids lourds de la politique ivoirienne se sont enfin parlé. Le média ivoirien ne manque pas de livrer toutes les circonstances de leurs échanges. Pendant ce temps, dans sa titrologie, le Nouveau Réveil s'interroge. Ouattara va-t-il refuser d'être champion de la réconciliation? Cherche à comprendre le journal proche du PDCI. Pour sa part, le Patriote revient sur l'idéal 20 et le journaliste est convaincu qu'à travers cet événement, le leadership d'Alassane Ouattara repositionne l'Afrique. C'est d'ailleurs ce qui l'amène à écrire « Ouattara et Bédié, le jour et la nuit ». Dans sa titrologie, le Nouveau Réveil est formel. Les Ivoiriens croupissent sous les prix sauvages. Tous les prix flambent, le RHDP jubile, écrit le journal. Sur le sujet de la vie chère, le matin tente de rassurer. Le gouvernement au front pour le contrôle des prix des denrées alimentaires. Peut-on lire dans les colonnes de ce journal. À la une de l'Inter, Damana Picasse crache ses vérités à Pascal Affi Nguesson. Le responsable du FPI envoie un message clair aux députés de Bongouano. Dans ce journal, on apprend que 473 personnes ont été inculpées pour corruption, blanchiment et enrichissement illicite. Fraternité Matin annonce le décès de l'ambassadeur Charles Gomis, survenu le vendredi 16 juillet 2021. Le journal gouvernemental écrit aussi que l'hôpital général d'Adjamé a été réhabilité. Sujet numéro 2. Titre: Gbagbo et Ouattara posent un acte de décrispation sociale. Gbagbo et Ouattara, serait-ce la décrispation? Les deux personnalités se seraient parlé. On pourrait affirmer que les lignes commencent à bouger dans le sens du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, un mois après le retour de Laurent Gbagbo. C'est que les deux leaders de la politique ivoirienne auraient posé chacun l'un envers l'autre un acte qui va dans le sens de la paix et de la réconciliation nationale souhaitée par les populations ivoiriennes. De fait, le confrère de Soir Info annonce à sa grande une de ce samedi 17 juillet 2021, et nous citons: Ouattara et Gbagbo se sont enfin parlé. Tout sur les circonstances de leurs échanges, révèle le confrère. En tout cas, en se parlant, c'est un acte de décrispation que viennent de poser les deux leaders politiques. Selon de bonnes sources, en dépit des missions de bons offices qui auraient été mises en place pour rapprocher Alassane et Gbagbo, les deux personnalités ne seraient pas parlé depuis des années, le temps que Laurent Gbagbo a passé dans les geôles de la CPI et même jusqu'à son acquittement conditionnel en 2019. On se rappelle que Laurent Gbagbo avait eu des contacts téléphoniques avec Feu Ahmed Bakayoko, défunt Premier ministre ivoirien, mais il n'aurait pas adressé la parole à Alassane Ouattara. De bonnes sources soulignent que le président Ouattara se serait entretenu avec le président congolais Félix Tshisekedi avant même qu'il ne reçoive Laurent Gbagbo, qui s'était rendu dans ce pays sur l'invitation de son ami et ex-voisin de la prison de Schwenningen à La Haye
Jean-Pierre Mbemba, qui célébrait le mariage de son fils. Peut-on donc affirmer que les nuages se dégagent petit à petit pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Le retour annoncé de Charles Blé Goudé, l'ex-détenu de la CPI, reçu par le consul de l'ambassade ivoirienne en Belgique pour effectuer son enrôlement pour la délivrance de son passeport, des exilés tels que Kaye Eric, président de l'AIRD, de M. Boga Sako, qui viennent de mettre fin à leur exil, sont de bons signes pour la réconciliation nationale. Il ne reste plus qu'à capitaliser tous ces actes pour réconcilier les Ivoiriens, et l'article est tiré de Opera News, signé par AZ. Et là, à ce sujet-là, je crois qu'il ne faut pas se faire de faux sentiments. Tous ceux qui parlent de la réconciliation en Côte d'Ivoire ne sont pas pour moi des gens sérieux, parce qu'on parle de réconciliation quand il y a une volonté des individus à être honnêtes et à être francs. On ne peut pas aller décider d'un coup d'État le week-end passé et un autre week-end venir prendre les positions et les informations sur celui qu'on veut attaquer et enlever au pouvoir. Et je vous le dis clairement, depuis que M. Gbagbo est rentré, vous avez constaté qu'il y a plein de bruit pour rien, parce que M. Gbagbo, effectivement, veut toujours essayer sa tentative de déstabiliser le pays. Et surtout, le FPI et nos opposants ne peuvent prospérer aujourd'hui que dans le bruit et dans le désordre. Et donc, il faut taper à toutes les portes. Et ayant vu à travers la réaction de Big Togo que leur rencontre a accouché d'une souris et la réplique fatale qui a été apportée par Big Togo, ils ont compris que les militants et la majorité des Ivoiriens ne vont pas accepter leur jeu, encore moins s'y prêter. C'est maintenant que Laurent Gbagbo se résout de se dire « Ah, mais finalement, c'est que les gens ne sont plus prêts à s'amuser avec moi. » Et donc, M. Laurent Gbagbo aurait décidé maintenant de revenir à la lucidité, de revenir à la réalité, pour savoir qu'il y a un président de la République en Côte d'Ivoire, pour savoir qu'en 2010, avec l'appui de l'ONU qu'il a fait inviter en Côte d'Ivoire pour certifier les élections, la CEI et l'ONU ont reconnu que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a gagné, malgré le vol, le braquage électoral dont il s'était illustré. C'est aussi ça la réalité du pays. Et aujourd'hui, après pratiquement 11 ans, l'individu qui voulait essayer des rapports de force se rend compte que ça ne marcherait plus. Ben, moi, je le dis pour ceux qui sont naïfs et qui pensent que aujourd'hui, quand on dit qu'il y a eu parole entre Ouattara et M. Gbagbo, ne vous méprenez pas. C'est la stratégie, comment je me rapproche de mon ennemi pour mieux le cerner. C'est la stratégie du phagocytage. Voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, ceux qui sont malheureusement faibles d'esprit, qui sont heureux, la réconciliation, ceux aujourd'hui qui ont le temps d'épiloguer et de faire des grands discours philosophiques, c'est parce qu'il y a la paix. Et Ouattara a dignement assuré la paix et la dignité. Que quelqu'un vienne nous montrer depuis l'époque de Ouattara un acte qui a enfreint à la bonne cohésion sociale. Est-ce que le président a insulté une tribu ou une communauté? Est-ce que le président a marginalisé une communauté dans les plans de développement du gouvernement? Est-ce que le président a catégorisé les Ivoiriens comme l'ont fait Bédié et Laurent Gbagbo? Est-ce que le président n'a pas travaillé pour le bonheur des Ivoiriens? Aucun argument fallacieux ne tient. Et donc, pour nous, c'est un accord peut-être entre des politiciens qui cherchent peut-être à revenir à des meilleurs sentiments, mais de là à dire que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, je dis que ceux qui disent ce langage ne sont pas sérieux. Et le RHDP ne doit pas s'embobiner dans ce jeu-là. Et nous avons suffisamment expliqué les enjeux et les intentions cachées de cette opposition-là qui veut nous faire traîner dans un discours parce qu'elle cherche en réalité un rapprochement. Cette opposition-là, pourquoi elle ne saisit pas l'UA, pourquoi elle ne saisit pas la CEDEAO? C'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens respectueux des lois, il y a des gens qui ont la tête sur les épaules qui leur feront comprendre que vous n'êtes pas sérieux. Et donc, il faut, à partir du non-sérieux de cette opposition-là, chercher à travers n'importe quoi à se rapprocher et revenir dans le débat politique. Et nous sommes en politique. Si malheureusement le RHDP et ses dirigeants permettent cela, ils vont la prendre à leur plus grand dépens et ça serait à leur plus grand regret. Tous ceux qui ont coalisé avec Laurent Gbagbo, l'histoire l'a toujours démontré, ont été toujours victimes d'une roubladise qui ne dit pas son nom.
Guy Robert en sait quelque chose pour avoir été trahi triplement par Laurent Gbagbo. Le PDCI de Bédié en sait quelque chose pour avoir été déjà trahi. Le RDR même, à travers le Front républicain, en sait quelque chose. Et donc, quelqu'un qui a trahi tout le monde se permettra encore de trahir tous ceux vers qui il viendra. Et donc, de la même manière qu'il est prêt à trahir Bédié, si le pouvoir en place s'amuse à copiner avec Laurent Gbagbo, ça c'est mon analyse, il n'hésitera pas au moment fatidique à administrer au pouvoir d'Abidjan l'estocade finale que ce pouvoir-là ne va pas oublier de sitôt. Nous passons au troisième sujet. 473 personnes inculpées pour corruption depuis la création du pôle pénal économique et financier. En Côte d'Ivoire, près de 500 personnes ont été inculpées pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment et détournement des deniers publics, annonce la HABG. Selon la haute autorité de la bonne gouvernance, au moins 473 personnes sont inculpées pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, détournement de deniers et titres publics. C'est le résultat d'investigations menées par le pôle économique et financier de la haute autorité pour la bonne gouvernance, sur la base de 7 enquêtes de soupçons de corruption et d'infraction. Selon l'agence ivoirienne de presse, sur 305 dossiers enregistrés, 104 ont été clôturés, dont 86 renvoyés en police correctionnelle. 60 dossiers ont déjà fait l'objet de jugement et 21 sont en cours de jugement. 473 personnes ont été inculpées à divers titres, à savoir pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment, détournement des deniers publics et titres publics, etc. Sur les 60 dossiers jugés par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, l'on note 7 condamnations pour corruption et infractions assimilées, 32 condamnations pour blanchiment des capitaux et 21 condamnations pour délits économiques divers, a révélé le secrétaire général du HABG, Henri-Augustin Aka. Selon M. Aka, le tribunal a ordonné la confiscation au profit de l'État de Côte d'Ivoire des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre des infractions ou étant des produits tirés de ces infractions. Outre les résultats portant sur les dossiers déjà transmis au PPEF, Henri-Augustin Aka a signifié que pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021, la HABG a enregistré 35 dossiers de plainte et de dénonciation. Cette même organisation est un organe étatique chargé du recouvrement et de la gestion des avoirs illicites. L'organe établit des liens institutionnels avec tous les organismes nationaux de lutte contre la corruption et le service national de renseignement financier. Placé sous l'autorité du chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, haute autorité pour la bonne gouvernance assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. À ce titre, elle est chargée, entre autres, d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption, de coordonner, superviser et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, d'évaluer périodiquement les instruments et les mesures administratives afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, d'identifier les causes structurelles de la corruption, des incriminations assimilées et de proposer aux autorités compétentes des mesures susceptibles de les éliminer dans tous les services publics et parapublics, de donner des avis et conseils pour la prévention de la corruption à toute personne physique ou morale ou à tout organisme public ou privé, de recommander des mesures d'ordre législatif et réglementaire de prévention et de lutte contre la corruption, de contribuer à la normalisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance ainsi que la culture du service public, d'assister les secteurs privés et publics dans l'élaboration des règles de déontologie et finalement d'éduquer et de sensibiliser la population sur les conséquences de la corruption. Et donc, vraiment, tout ce que le gouvernement, à travers le président de la République, a entrepris, à travers vraiment la rigidité du président de la République,
à être très ferme vis-à-vis de la corruption et du laxisme. Nous sommes très fiers de lui et véritablement, à mon sens, nous voyons le Ouattara des années 90 qui nous fait aujourd'hui une fierté en traçant le chemin. Parce qu'en réalité, ce dont nous avons besoin en Côte d'Ivoire, au-delà des développements que M. Ouattara a impulsés et actualisés, c'est aussi surtout un changement de mentalité, mais un changement très profond. Parce que le changement et, je veux dire, le développement fait est bon. Mais quand vous voyez des gens aller couper les goudrons, aller détruire les édifices, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur les hommes. Et le travail qu'il y a à faire sur les hommes, c'est un travail de rigueur. C'est un travail où chacun se sentirait un peu menacé en se disant « je peux subir les conséquences ». Or, en Côte d'Ivoire, la peur du jeune homme est la chose la moins partagée. Tout le monde utilise son poste pour essayer de gruger ou d'abuser d'une partie de la population. C'est ça la culture ivoirienne. Et après, nous sommes étonnés que la corruption soit endémique et qu'elle soit partout dans la société. Il n'y a pas de hasard. Les causes résident en ce que nous-mêmes avons favorisé une société où la culture de la corruption et du laxisme sont légion. Et il faut des hommes forts à travers des mesures fortes, sans pitié, pour ramener tout le monde à l'ordre. C'est vraiment ça qui manque à la Côte d'Ivoire. Et surtout, lutter contre les idées de xénophobie, les idées de roubladise, les idées même de mensonges. Et ça doit se faire à tous les niveaux. C'est vraiment très important. Autant il faut frapper les plus petits, il ne faut pas aussi. Les 473 personnes-là, nous aurions souhaité voir Akochi Benjo là-dedans. Nous aurions souhaité voir tous ces corrompus de la nation faire partie de cela. Il faudrait que le gouvernement ait le courage d'aller jusqu'au bout. À un certain moment, les compromissions entre la politique et le judiciaire finissent par détruire les deux systèmes. Parce que dans un pays, il y a le système législatif, il y a le système exécutif qui est la gestion, les gérants du pouvoir. Si on tue la justice au détriment des accords politiques, je prends simplement l'aspect pour que les gens comprennent ça de façon prosaïque. Supposons par exemple que M. X soit un juge et qu'il ait jugé monsieur pour un délit de corruption et qu'il ait condamné le corrompu à des sanctions. Ben, parce que le corrompu étant quelqu'un qui a des connexions politiques, il s'arrange à faire un deal, comme on le voit aujourd'hui avec le cas Akochi Benjo, et il rentre dans son pays. Ben, finalement, le juge même s'il a la volonté de continuer son travail, déjà l'implication du politique en faisant fi de la règle qui a été édictée, de la sentence, mais le juge même sera déçu. Il va se dire, mais finalement, si c'est pour juger des corrompus, faire mon travail correctement et à la fin, les voir être en train de libérer, mais finalement, c'est qu'il n'y a pas de raison de faire ce que j'ai à faire. Pourquoi ne pas moi-même aussi pratiquer la corruption? Voilà les raisons. Et ça, tout ça, c'est dû au manque de rigueur et de logique du pouvoir exécutif. Il faut que pour une fois, les deals politiques cessent et que la vérité s'applique à tous. C'est ça qui va changer les mentalités aussi et ramener la confiance. Par exemple, on parle tous de Zorobi Balo. Mais si Zorobi Balo avait cédé à la rencontre qui a été effectuée au palais présidentiel pour lui demander de se dédire sur le certificat de Ouattara, Monsieur le Président de la République, si nous n'avions pas eu un homme courageux qui était prêt à aller jusqu'au bout, vous n'auriez jamais eu ce certificat de nationalité. Il a fallu que quelqu'un se dise « je lutterai, même au prix de ma vie, pour maintenir la vérité ». C'est aussi des gens qu'il faut créer. Imaginez que ce monsieur-là ait pris une décision et que son supérieur lui dise « bon, moi j'enlève cette décision ». Qu'est-ce que Zorobi Balo serait devenu? Soit il allait abandonner son métier et vous n'aurez jamais eu votre certificat de nationalité, ou bien il allait persister et il allait mourir et il serait mort inutilement. Voilà la condition dans laquelle on met des gens qui ont une bonne conscience morale, qui ont de la déontologie et de l'éthique. Il faut les soutenir. Et donc, toutes les décisions que nos juges prendront, il ne faudrait pas que les sanctions ou bien les deals politiques viennent contredire ces verdicts-là. Et il ne faut pas se limiter à ça. Une fois que quelqu'un est déjà soupçonné de corruption, avant même qu'il ne passe devant les tribunaux, faites tout pour récupérer au moins ce qu'il a volé. Parce qu'une fois que l'individu est cerné et qu'il n'a plus le choix, lui-même sera le premier à négocier. Et donc, reprenez les biens de l'État. Aujourd'hui, si l'État de Côte d'Ivoire veut mener la corruption comme il se doit,
l'État de Côte d'Ivoire n'aura pas à aller lever de fonds. Moi, je l'estime, si l'État veut prendre les corrupteurs, les mettre devant leur réalité, beaucoup parmi les corrupteurs, à travers les biens immobiliers, à travers les biens mobiliers, ou bien les biens meubles, vous verrez que ces personnes-là, déjà même en Côte d'Ivoire, je ne parle même pas de l'extérieur, on va en attraper plein. Et aussi ceux qui ne payent pas les impôts, parce que c'est nous les plus pauvres qui payons les impôts. Beaucoup parmi les grands de la nation ne payent pas les impôts, que ce soit les impôts immobiliers ou bien les impôts de tout autre, ils ne payent pas. Et aussi, il faut le dire aussi, nous le disons à nos dirigeants, la majorité des boîtes de nuit et la majorité des compagnies qui travaillent avec l'électricité en Côte d'Ivoire, chers dirigeants, à partir d'une certaine heure, ils mettent leur truc là sur le neutre pour se connecter directement sur les fils directs, de sorte qu'ils consomment l'électricité sans qu'ils ne puissent payer. Ça, les compagnies le font. Toutes les grandes compagnies des Libanais à la zone industrielle le font. Nous avons les preuves ici en main. Et aussi, la majorité des boîtes de nuit, je veux parler de tous les lieux qui consomment l'électricité à haut débit le font. Et c'est des choses qu'il faille vérifier et mettre fin à cela radicalement. C'est très important. C'est aussi ça qui fait d'énormes pertes. Et ça peut expliquer aussi la faible possibilité de l'État à pouvoir moderniser ou bien renforcer le système même de production d'électricité. Parce que si l'électricité volée est plus énorme que ce qui rentre dans les caisses, malheureusement, c'est encore nous les plus pauvres qui devons payer les conséquences. Et c'est encore nous les plus pauvres qui devons payer les impôts fonciers. Alors qu'il y a des gens qui ont 100, 200 maisons dans Abidjan, mais qui ne payent pas d'impôts. Et donc, voilà autant d'injustices sur lesquelles il faut travailler. Et aujourd'hui, si l'État veut se saisir de tous ces dossiers-là, avec des gens rigoureux, des gens consciencieux, l'État sera un État très riche et beaucoup de choses pourraient se clarifier dans ce pays-là. Il faut donc que le président insiste à travailler sur les mentalités pour remettre tous les Ivoiriens au pas. Ceux qui disent qu'ils aiment Jerry Rawlings et qui, dès qu'ils font des mauvaises choses, fuient pour aller au Ghana. Quand ils sont allés au Ghana, pourquoi ils se sont remis dans les ordres? Pourquoi ils n'ont pas fait de velléité? Pourquoi ils n'ont pas accepté de faire ressortir leur comportement velléitaire? C'est parce que ils sont allés trouver un pays en ordre, un pays où tout le monde respecte la loi. Et alors que c'est ce qu'en Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas. En même temps que nous voulons faire la promotion de l'irresponsabilité en Côte d'Ivoire, quand on a des problèmes, on va dans des pays où il y a la règle et automatiquement tout le monde devient un mouton qui suit la règle et le troupeau. Mais quand on est en Côte d'Ivoire, chacun veut faire sa règle. Il faut véritablement un gouvernement déterminé à combattre la corruption, à combattre le laxisme, à combattre les injustices, à combattre la haine, mais aussi qui soit déterminé à faire la promotion des hommes de valeur comme Zorobi Balo. Il en existe. Mais ces gens-là se disent, mais si je prends une décision qu'on vient violer avec un deal politique, est-ce que ça vaut la peine? Et donc, essayons de laisser ceux qui veulent tracer des chemins pour la société le faire. Et cela commence par le président de la République, en qui nous plaçons toute notre confiance. Et nous sommes sûrs qu'il peut réussir. Que le président s'assure d'une chose, on ne peut jamais faire quelque chose dans cette société sans se faire détester. Mais si le président applique sa rigueur et les décisions de justice sans influencer, je vous jure que tout le monde, même ceux qui en seront les victimes, seront heureuses parce qu'elles sauront que la loi va garantir la paix et la sérénité à chacun de nous. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Nous passons au quatrième sujet, qui est l'avant-dernier. Et c'est un article écrit par Éclaireur qui est intitulé « Devoir de mémoire ». Avons-nous le droit de faire passer en perte et oubli les atroces souffrances que nos hommes politiques ne cessent de nous administrer? Tout peuple qui aspire à la grandeur doit impérativement respecter ses propres souffrances et en tirer les leçons qu'il faut. Ayons le courage de ne jamais oublier les affres de la colonisation française en Afrique équatoriale et occidentale française. Respectons les victimes de la haine barbare née de l'ivoirité qui n'était rien d'autre que du nazisme tropical. Honorons la mémoire des innocentes âmes comme Kamara Yerefe alias H, Monsieur T. Émile, Dr Dakouri, Jean-Hélène, arrachés à la vie par les escadrons de la mort, sans oublier les milliers d'anonymes. Pourrions-nous avoir le luxe d'oublier les 3000 morts de la crise post-électorale de 2010 à 2011? Que ferions-nous des 7 femmes assassinées à Abobo
par les miliciens à la solde du régime des refondateurs. Les horribles crimes de la rébellion de Bogota dans le nord, centre, sud et l'ouest de la Côte d'Ivoire resteront-ils sans conséquence? Tout peuple qui oubliera ses douleurs perdra de facto sa hauteur. Mon frère, ne méprisons pas notre mémoire collective. Il faut la respecter en appliquant la justice. Ne soyons pas des impies. Il faut que nous nous brûlions dans nos propres flammes afin de renaître à nouveau. Source éclaireur pro vérité. Et nous passons au cinquième et dernier sujet. Et ça, je m'en excuse. Beaucoup de personnes ne pourraient pas comprendre ce que je vais lire. Et il y a des jours comme ça. Mais ceux aussi qui pourront bien comprendre, comprendront beaucoup de choses. Sorosho, la morsure de la vipère. Un jour, Zarathustra s'était endormi sous un figuier, car il faisait chaud. Et il avait ramené le bras sur son visage. Mais une vipère le mordit au cou, ce qui fit pousser un cri de douleur à Zarathustra. Lorsqu'il eut enlevé le bras de son visage, il regarda le serpent. Alors le serpent reconnut les yeux de Zarathustra. Il se tordit maladroitement et voulut s'éloigner. « Non point, dit Zarathustra, je ne t'ai pas encore remercié. Tu m'as éveillé à temps. Ma route est encore longue. Ta route est courte encore, dit tristement la vipère. Mon poison tue. » Zarathustra se prit à sourire. Quand donc un dragon mourit-il du poison d'un serpent, dit-il. Mais reprends ton poison. Tu n'en as pas assez riche pour m'en faire hommage. Alors derechef, la vipère s'enroula autour de son cou et lécha sa blessure. Un jour, comme Zarathustra racontait ceci à ses disciples, ceux-ci lui demandèrent: et quelle est la morale de ton histoire, ô Zarathustra? Zarathustra leur répondit: les bons et les justes m'appellent le destructeur de la morale. Mon histoire est immorale. Mais si vous avez un ennemi, ne lui rendez pas le bien pour le mal, car il en serait humilié. Démontrez-lui au contraire qu'il vous a fait du bien. Et plutôt que d'humilier, mettez-vous en colère. Et lorsqu'on vous maudit, il ne me plaît pas que vous vouliez bénir. Maudissez plutôt un peu de votre côté. Et si l'on vous inflige une grande injustice, ajoutez-en vite 5 autres petites. Celui qui n'est pas opprimé que par l'injustice est affreux à voir. Saviez-vous déjà cela? Injustice, partagée et demi-droit. Et celui qui peut porter l'injustice doit prendre l'injustice sur lui. Il est plus humain de se venger un peu que de s'abstenir de la vengeance. Et si la punition n'est pas aussi un droit et un honneur accordé aux transgresseurs, je ne veux pas de votre punition. Il est plus noble de se donner tort que de garder raison, surtout quand on a raison. Seulement, il faut être assez riche pour cela. Je n'aime pas votre froide justice. Dans les yeux de vos juges passe toujours le regard du bourreau et son couperet glacé. Dites-moi donc, où se trouve la justice qui est l'amour avec les yeux clairvoyants? Invitez-moi donc l'amour qui porte non seulement toutes les punitions, mais aussi toutes les fautes. Inventez-moi donc la justice qui acquitte chacun, sauf celui qui juge. Voulez-vous que je vous dise encore cela? Chez celui qui veut être juste, au fond de l'âme, le mensonge même devient philanthropie. Mais comment saurais-je être juste au fond de l'âme? Comment pourrais-je donner à chacun le sien? Que ceci me suffise. Je donne à chacun le mien. Enfin, mes frères,
Regardez-vous, pardon, mes frères, gardez-vous d'être injuste envers les solitaires. Comment un solitaire pourrait-il oublier? Comment pourrait-il rendre? Un solitaire est comme un puits profond. Il est facile d'y jeter une pierre, mais si elle est tombée jusqu'au fond, dites-moi donc, qui voudra la chercher? Gardez-vous d'offenser le solitaire. Mais si vous l'avez offensé, eh bien, tuez-le aussi. Ainsi parlait Zarathustra. Et donc, nous venons de terminer la présentation de ce jour. Comme je l'ai dit, c'est un texte philosophique que beaucoup ne comprendraient pas. Ceux qui savent comment coller les morceaux comprendraient de quoi il s'agit. Et donc, je vous dis merci. Et je vais passer directement à notre mère, Madame Blanc. Oui, allô? Oui. Bonsoir, éclaireur. Bonsoir, Madame Blanc. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. J'espère seulement que ça va tenir jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, le texte de ce soir s'intitule « Qui de nous trois ?» Ceci est l'histoire de trois larrons qui veulent s'associer pour combattre un adversaire commun. Ils partent avec un handicap majeur. Ils sont merveilleusement incompatibles. En plus, chacun d'eux a été dans leur parcours politique un associé du dit adversaire. Il s'appelle Bédier, ex-président, 86 ans, né, 87 ans bientôt, né un 5 mai. Il est dit libéraliste. Son courant peut se dire ainsi, bougez-vous le derrière si vous voulez manger. Le deuxième s'appelle Laurent Gbagbo, ex-président. Il appartient au socialisme, 76 ans. Il est né un 31 mai. Lui, son courant peut se résumer ainsi. Ne vous en faites pas, vous serez d'éternels assistés. Et le troisième s'appelle Soro Guillaume, ex-chef de guerre. Il est né un 8 mai. Et lui, son courant politique s'appelle la voyousie. Et on peut le dire comme ça, le résumer comme ça, vieux con, si seulement vous pouviez tous crever pour me laisser le champ politique libre. Ainsi donc, nous voyons que c'est une situation confuse qui se trame dans un environnement électrique. Tout ceci vient de 1993 à la faveur du décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédier lui succède. Le pouvoir lui tombe dans la bouche toute cuite. Il y restera 6 ans. Il se révèle indolent et outrecuidant. Ses travers poussent les militaires à lui arracher le trône qu'il avait rendu si suffisant et un langage digne d'un monarque. Cette humiliation, il ne la digérera jamais. Gbagbo, quant à lui, est mal élu. Le fauteuil présidentiel, il le doit à un coup de bol. Il a été simplement là où il fallait, au moment où il fallait. Parti pour faire un quinquennat, il réussira à s'y maintenir durant 10 ans au prix de multiples contorsions, faites d'accords de toutes sortes, Pretoria, Accra, Ouaga, après que son petit Soro, Guillaume, a cerné sa personnalité poreuse. Il ira jusqu'à imposer à son mentor Laurent une sorte de sécession du Nord. Il garde ainsi un peu plus de la moitié du territoire national au nez et à la barbe du grand Dadé, qui pour se soulager de cet affront dira « Oui, mais j'ai la partie la plus utile du pays. » Quelle incapacité! Soro Guillaume, chef de rébellion, profitera de ce triste épisode pour piller le nord du pays via la centrale, sorte de canal financier. Le voilà devenu multimilliardaire au détriment de son propre peuple. À partir de là, Gbagbo venait de créer un monstre
dont il sera la première victime, puisque le petit Soro sera avec Bédié un des deux signataires de sa déportation à La Haye. Où le bas blesse, c'est que tous les trois zigotos sont profondément revanchards. En l'état actuel des choses, qui des trois larrons aura la grâce de mener le trio? Ils sont tous les trois pleins aux as. Cependant, deux des trois sont d'âge plus que mûrs. Par ailleurs, même si Soro a pour lui la jeunesse, 49 ans, nul ne peut lui prédire une stabilité politique. L'homme peut s'avérer très violent et autocrate une fois au pouvoir. Il a aussi une peine de prison qui lui colle à la peau, un véritable obstacle à son ascension que ses adversaires ne se gêneront pas d'actionner contre lui. Le trio baigne dans un imbroglio engendré par le mélange des genres. Pendant ce temps, l'adversaire commun demeure dans un silence désarmant. Ce n'est pas la peur. Alassane n'a jamais eu peur. Il les étudie pour mieux administrer à ces trois un beau et mémorable chaos. Alors, qui de nous trois, PDCI, FPI ou le défunt GPS? Merci beaucoup, éclaireur. Vraiment, merci beaucoup pour ce brillant texte, Madame Blanc. C'est nous qui en sommes heureux d'avoir été les premiers à en avoir la primeur. Vraiment, merci beaucoup et vous passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Okay, merci bien. Ok, chers auditeurs et chères auditrices, nous en avons fini avec les différentes présentations. Pour ceux et celles qui souhaiteraient poser des questions, il est 16h15, donc vous avez 30 minutes jusqu'à 16h45. Pour tous ceux qui veulent appeler, vous n'avez qu'à signaler soit par écrit ou bien vous appelez une seule fois pour vous signaler, comme pour dire que vous souhaiteriez parler et nous allons tenir compte de votre appel et vous restez à l'écoute. Nous allons vous faire cas pour que vous puissiez vous exprimer. Et donc le décor il est complètement présenté et donc nous attendons vos différents appels, vos différents avis, vos suggestions, mais aussi nous sommes, comme je le disais, dans une disposition à apprendre de chacun dans la bonne manière, dans le respect. Et donc, la voie est complètement ouverte et nous attendons donc les différents appels. Merci beaucoup. Okay. Donc, chers auditeurs, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent appeler, je ne vais pas cesser d'insister. Chaque seconde que nous perdons, ça crée un vide. Et voyez-vous, quand on a pu présenter une émission en 30-40 minutes, on est aussi fatigué. Et ceux qui veulent appeler, ne laissez pas le temps vide. Sinon, à défaut, si la présentation est satisfaisante, on peut fermer et puis on va passer à autre chose. Et donc, s'il n'y a pas vraiment d'appel, je crois que dans 13 minutes, nous allons fermer pour que les uns et les autres puissent quand même se reposer, profiter largement de leur week-end. Donc, on va attendre une treizaine de minutes pour voir s'il n'y a pas d'appel. Et puis, on va directement faire la conclusion puisque les présentations sont déjà faites et chacun peut déjà se faire ses idées. Voilà. S'il n'y a pas d'appel, ça veut dire qu'on pourra donc essayer de finir plus tôt que prévu.
Ok, donc de ce pas, je vais passer directement à l'étape suivante. Je vais lire quelques avis et s'il n'y a pas de questions, donc je vais profiter peut-être dans 5 ou 6 minutes, faire la conclusion et passer à autre chose. Oui, bonjour monsieur. Bonsoir, Eker. Oui. Comment allez-vous? Oui, très bien, vous-même? Oui, ça va très bien. Ok. Oui, comment? Ah, ne quittez pas, je vais enlever. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô, Eker, vous m'entendez bien Oui, maintenant? on vous entend très bien. Vous pouvez procéder. Ok, bonsoir. Oh, bonsoir à toute la classe. Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. D'accord, j'aimerais m'apaisanter sur 2 sujets. Il n'y a pas de problème. Premièrement, sur la cherté de la vie, que les gens sont en train de parler au pays. Et puis, deuxièmement, c'est sur l'impunité. L'impunité par rapport à la corruption. Mais concernant la cherté de la vie, je crois qu'il y a 2 solutions majeures qu'il faut avancer. La première, c'est qu'il y a une sorte de monopole sur les marchandises au pays. Je pense que la CIFCA a le monopole au pays. Donc, ils peuvent soit diminuer l'offre ou augmenter les prix. C'est ce qu'ils peuvent faire. Donc, moi, ma solution est que le gouvernement envoie d'autres acteurs sur le marché de sorte que les prix baissent. La quantité, l'offre augmente, là, les prix baissent. Moi, c'est la première des solutions. La deuxième des solutions, c'est que le gouvernement doit inciter la population à retourner à la terre, à forcément faire des VA, parce que c'est ce qu'on pense plus à l'argent qu'au vivrier. Je pense qu'on doit miser plus sur le vivrier, le riz, la tomate, l'oignon. Écoute, voyez-vous, si on importe l'oignon de l'extérieur, bien entendu que l'oignon sera cher, parce qu'on doit payer les taxes douanières et tout ça. Alors que si nous produisons nous-mêmes, les prix vont baisser. Moi, je crois que c'est les 2 solutions fondamentales que le gouvernement doit adopter pour pouvoir presser les prix plus bas. Parce que le monopole fait qu'on diminue l'offre pour que le prix augmente. Donc, il faudrait qu'il y ait plusieurs acteurs sur le marché pour que l'offre soit beaucoup plus conséquente, de sorte qu'on diminue les prix. Moi, en tout cas, c'est ma solution que je proposerai au gouvernement, s'ils m'entendent bien. Et puis, le deuxième sujet, c'est sur, comment on appelle, la corruption. Voyez-vous, dans l'approche de la corruption, il y a des variables qui rentrent en compte de jeu, en ligne de compte, pardon. Premièrement, il y a le genre, il y a l'âge, et puis le milieu où on vit. Maintenant, il y a une 4e variable que moi je devrais ajouter, c'est l'impunité. Tant que nous ne lutterons pas contre l'impunité en Côte d'Ivoire, la corruption ne va jamais prendre fin. Enfin, ça ne va jamais prendre fin, mais je vais dire que éradiquer un temps soit peu quand même. Parce que l'impunité est telle qu'au pays, on laisse tout passer et les gens font du n'importe quoi. Donc moi, j'aimerais que dans l'approche de la corruption, la lutte contre la corruption, il faudrait prendre en compte la variable de l'impunité. Tant qu'on ne lutte pas contre l'impunité, il n'y aura pas d'éradication de la corruption. Ça, il faudrait qu'on soit vraiment sûr de ça. C'est ce que je voulais dire ce soir. Vraiment, vous avez fait et touché de bons points. Parce que la corruption persiste parce qu'elle trouve en face d'elle un terreau fertile et qui est l'impunité. Et tant que l'impunité ne sera pas combattue, et vous avez vu que dans l'explication même, j'ai insisté sur l'impunité, ce n'est pas de la vengeance contre des individus, mais c'est parce que c'est elle-même qui est la matrice même de cette injustice-là. Et tant qu'elle n'est pas combattue, ce serait peine perdue et on verrait la même chose se répéter à chaque fois.
Et vraiment, je suis totalement d'avis avec vous. Donc, vraiment, merci pour... Oui, merci vraiment pour votre brillante intervention. C'est moi qui vous remercie, excellent, parce que vous et la classe, vous faites un travail incroyable. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Voyez-vous, le résultat qu'on a vu, la sortie de Adama Bictogo, c'est la résultante de tous vos efforts. Vous le professeur, et les élèves de la classe. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas, dans une classe, quand il n'y a pas de bon professeur, et évidemment, la classe est médiocre. Et quand il n'y a pas de bons élèves disciplinés, évidemment, il n'y a pas un bon professeur. On n'a pas de bons résultats. Donc, ça veut dire que c'est la résultante de vos efforts. En tout cas, je vous remercie énormément du fond de mon cœur. Et puis, tous les élèves de la classe, et continuez sur cette voie. Je vous écoute chaque soir. Ne pensez pas que je vous ai oublié ou bien j'ai oublié d'appeler. Sinon, je vous écoute chaque soir et je suis concentré. Je vous encourage. Ne baissez pas les bras. N'écoutez pas tous ceux qui se plaignent de vous. Restez droit dans vos pas. Le grand éclaireur. Il n'y a pas de problème. C'est ce que je peux vous dire ce soir. Et je dis bien une chose à ma soeur, Madame Blanc, ma soeur Fadiga. Oui, il n'y a pas de problème, c'est nous qui en sommes très... Et aussi à tout le monde, Il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est nous qui en sommes ravis. Et nous aussi, nous vous disons merci, surtout pour la brillante intervention dont vous avez fait cas. Nous ne pouvons qu'en être satisfaits. Et surtout souhaiter que nos autorités entendent ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'en réalité, nous cherchons la stabilité, le progrès, mais dans un ordre qui puisse profiter à tous. Et s'ils arrivent à comprendre cela, on n'aura rien à envier aux Occidentaux ou bien à d'autres sociétés. L'Afrique sera une terre qui va promettre de l'espoir à chacun. C'est ce que nous recherchons à travers toutes les interventions que nous faisons chaque jour. Absolument. Donc, vous passez une excellente soirée. À vous pareillement. Et merci beaucoup. Et puis, comme on le dit ensemble. Oh, ok, je vous en prie. Merci beaucoup. Okay. Allô? Oui, allô. Oui, Allô? bonsoir madame, comment allez-vous? Oui, bonjour monsieur notre éclaireur. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ah, Dieu merci. Écoute, je suis pas trop l'habitude d'intervenir, mais je participe toujours aux émissions. Bon, ma participation par rapport à la vie chère de la Côte d'Ivoire. Je voulais ajouter un peu mon grain de sel dessus sur ce sujet. Oui, ça sera avec plaisir. Ouais. Je voulais dire que la vie chère avec le Covid-19, nous qui sommes en Europe, c'est dommage de voir les cyberactivistes de l'opposition qui prennent en âme et corps pour attaquer le pouvoir en Côte d'Ivoire. Moi, ça me déplore. Moi, je dis qu'on est en Europe, nous tous on est en Europe, on voit la vie chère qu'on va faire nos courses dans les supermarchés, bien dans les petites courses, on veut pas. Surtout quand tu veux manger la nourriture africaine, tu vas faire des courses africaines, quand on te donne la facture, ça sort au-delà des choses. Et en plus, quand tu vas dans les courses, il y a des trucs qui augmentent en Europe, c'est le Covid-19, personne ne peut, c'est mondial. Je ne vois pas les gens qui peuvent profiter pour manipuler les gens, pour faire du chantage sur ça. C'est ça que je ne comprends pas. Il
faut que tu sois, pour dire la vie est chère partout. Même quand tu t'en vas pour faire des courses, quand tu regardes ta facture, ça augmente. Mais ici en Europe, quand tu ne payes pas, tu es obligé de payer. Les impôts augmentent. Tout ce qui compte, tu vas payer, même si tu as des aides. Si tu ne sors pas, tu ne fais pas un effort, toutes tes aides là, il y a des limites. Quand tu dépasses les limites, on te coupe. Mais pourquoi ils ne se plaignent pas d'ici en Europe? Ils sont français, ils ont abandonné leur naturalité, leur identité pour venir en Europe. Ils sont panafricains. Pourquoi ils ne se plaignent pas de tout ce qu'on les subit ici, l'augmentation, les trucs qu'on les met au doigt? Pourquoi ils ne se plaignent pas? Quelqu'un qui veut diriger le pays, ça fait combien d'années le pays il est dans cet état? Maintenant, il y a un monsieur qui est venu, qui se tracasse, qui donne son amour dans son pays, qui fait tout pour relever. Il y a un petit truc, il y a inondation, c'est le président. Il y a augmentation, c'est le président. Même quand il y a la sécheresse aussi, c'est le président. C'est le président, tout c'est la faute du président. On a vu les gens qui ont détourné les milliards. Mais là, on ne sort pas pour dire que pourquoi ils ont détourné le seul président, le seul gouvernement qui a fait audit, c'est sous le régime d'Alassane. Et donc, quand on dit depuis Houphouët est décédé, même le Houphouët quand il était président, est-ce qu'ils ont fait les audits? Houphouët, dans son temps, il y a des gens qui ont détourné des millions, des milliards même. Est-ce que Houphouët a fait des audits? Quand même qu'ils arrêtent. Et puis on est dans le 21e, on est quitté dans le 21e, bientôt on y va dans le 22e siècle. Qu'ils arrêtent de dire les conneries, la vie augmente. Quand on est ici, dès que tu as tes papiers, tu as ton, comment on appelle ça, ta mutuelle. La mutuelle augmente selon ton âge. Pourquoi ils ne sortent pas pour dire que ma mutuelle a augmenté? Ceux qui sont français, pourquoi ils ne sortent pas que ma mutuelle a augmenté? Pourquoi ils ne sortent pas ici pour dire que ma mutuelle a augmenté? Je vais sortir parce que c'est la faute du président de la République. Pourquoi ils ne sortent pas pour faire ça? Ils arrêtent ça. C'est une crise mondiale qu'on accepte. Les gens qui vont, mais pour la crise mondiale, il est là. Les jeunes qui vont de 9h, il y a le chat. Sakoli qui l'a dit que lui, il déplore les jeunes qui n'ont rien à faire, qui vont s'asseoir dans le maquis de 9h jusqu'à quelle heure dans un maquis pour dépenser de l'argent. Mais là, ils ne se plaignent pas, les jeunes, ils n'ont rien à voir. Les politiciens les manipulent. Pourtant, ils ont des milliards sur leur compte. Ils ont leurs enfants en Europe qui sont dans les bonnes écoles. Hein? Ils font des bonnes études. Qu'ils arrêtent ça de nous emmerder. Ici, là, tout le monde est sur les pas. En Europe, quelle que soit ta position géographique, tu vas participer. Si tu ne participes pas, ils vont bloquer ton compte. Donc, il faut qu'ils arrêtent de nous emmerder. Nous, on veut que la Côte d'Ivoire évolue. Actuellement, là, on veut mettre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est sur un plan mondial, là. On ne veut pas la descendre. Ça fait combien de 30 ans on est sur dans ça. Depuis Houphouët est décédé, il y a quoi? Il y a eu quoi en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas Alassane. Le pauvre, il entend, notre papa, il entend de se tuer. Il se tracasse, il ne dort pas. Il faut qu'ils arrêtent. Hein. Moi, ça me fait pleurer quand je vois les enfants de notre papa, Prado, qui partagent des trucs, qui ne se cherchent même pas à comprendre. Parce qu'on nous insulte, on dit qu'on n'est pas parti à l'école, on n'est pas insulté. C'est tout à fait normal. Il y a tellement de cyberactivistes. Il y a YouTube, parce qu'ils cherchent à manger. Donc tout le monde ne sait pas parler, il ne sait pas analyser la politique. Ils jettent, ils voient un truc, ils partagent. Mais c'est ça, on est dans la merde. Même dans notre société. Et puis je vais dire que la communication aussi, il y a un défaut. Même s'ils ont leur stratégie, quand même qu'ils viennent pour rassurer la population.
il y a ceci, il y a ceci. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas vous emporter. Qu'est-ce qui les empêche, les gens du gouvernement, pour venir communiquer, même si vous ne rentrez pas dans votre stratégie de politique? Venir rassurer les gens de bas, je sais pas, je sais pas comment je vais dire, ça me fait mal dire, parce qu'il n'y a pas de communication. Le peuple, voilà, le peuple, oui. C'est ça, mais on ne dit pas de venir dévoiler vos secrets, quand même rassurer les paysans, les tout petits qui se débrouillent, qui viennent, qui nourrissent les familles, vraiment rassurer eux, on est avec vous, ne vous inquiétez pas, il y a un souci, on va régler. Ça empêche quoi? Il n'y a pas de... C'est la communication qui manque. Hein. C'est ça qui manque. Mais est-ce que si... Attendez, j'ai une question à vous poser, si vous me le permettez. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça là, c'est le fait même de la haine tribale qui pose tous ces problèmes-là? Parce que moi, je préfère qu'on touche la base du problème. Parce qu'en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, les gens ont mélangé la politique avec le tribalisme et la haine de quelqu'un. Et à travers la haine de Ouattara, c'est-à-dire la haine de tous les gens du Nord. Et donc, il faut tout faire pour tuer un ennemi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers cette mauvaise politique aveugle des opposants, qui eux-mêmes déjà, l'histoire même le prouve, ils n'ont jamais pu rien faire, mais la seule personne qui a effectivement pu nous faire quitter la transition du 21e siècle pour le 22e siècle, aujourd'hui, on essaie de tirer toute la nation par le bas avec les choses les plus inconséquentes. Et moi, personnellement, je pense que c'est la haine et c'est le tribalisme. Et c'est pourquoi je disais à l'entame qu'il faille que nous luttions correctement contre les idées, les personnes qui propagent les mauvaises paroles de xénophobie, de haine. Tant qu'on n'aura pas frappé cela, au même titre que les corrompus et les voleurs de la République, on va malheureusement rester dans tout ce schéma-là et la population sera toujours manipulable à souhait. Parce que ceux qui disent de marcher, eux-mêmes ils disent aux gens pourquoi vous ne pouvez pas sortir, mais eux-mêmes ne sont pas prêts à sortir parce qu'ils sont couchés en Europe ou bien ils ont été payés par des politiciens haineux pour les manipuler. Et je vous le dis, ça moi je ne cache pas ce que je dis, hein. Ceux qui le font là, ceux qui sont en train de manipuler là, si on regarde très bien, ce sont des gens d'une ethnie particulière. Sont en Europe, hein? Non, pas qu'en Europe, mais ils sont en train de faire un palabre tribal en se disant, c'est notre ethnie, il faut que... Je parle de Laurent Gbagbo, je ne parle pas des BT, mais il utilise une partie des gens de l'Ouest pour qu'on dise, nous les gens de l'Ouest, là, on ne va pas se laisser faire. Ça, je le dis clairement, et nos parents de l'Ouest doivent se départir de cette politique de haine. Nous n'avons rien contre qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Nous n'avons rien contre les gens du Nord, du Sud, de l'Est. Mais les gens de l'Ouest se laissent facilement manipuler. Laurent Gbagbo vous a dit que quand il prendrait le pouvoir, il allait vous faire tuer les gens pour que vous preniez leur plantation. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. C'est pas possible, chers parents. Enlevez ça de votre tête. Ça, c'est un. De deux, lui-même qui est en train de dire que la vie est chère, là, lui, il a beaucoup de milliards. Pourquoi il ne prend pas 10 milliards pour dire, moi, mon peuple qui souffre? Il ne faut même pas qu'il donne à la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui disent qu'ils souffrent là, allez lui dire de donner aussi de l'argent. Lui, il va prendre, s'il aime la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à dire à sa petite femme qui a gardé ses fonds dans le monde là. Moi, je prends 10 milliards, j'amène, je dis, bon, je dépose ça et je dis aux Ivoiriens, tous ceux qui sentent qu'ils aiment ma politique parce que je vois la vie chère, venez souscrire, je prends vos noms. Et ceux qui veulent être mes militants, venez prendre de l'argent pour au moins, je vous donne 100 000 francs. Nous tous, on va devenir FPI ce jour-là. Et ce n'est pas parce que c'est par conviction, mais quand on est un homme politique, on ne fait pas que parler. On ne demande pas. On ne demande pas. On nomme son peuple. Il faut mettre le peuple devant. D'abord. Ok. Et donc, comme je disais, la politique ne se fait pas avec les grands mots. Quand on vient demander pourquoi le péage est cher, c'est parce que l'argent n'est pas quitté en Côte d'Ivoire et les investisseurs qui ont mis leur argent dedans, ils ont leur mot à dire. Et c'est un contrat et donc ils ont besoin de récupérer leur argent. Dans ce monde-là, le cadeau n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose de gratuit. Si on te donne quelque chose cadeau, c'est que c'est toi-même qui seras la marchandise. Il faut que nos parents qui se laissent manipuler, quittez dans ces histoires d'ethnie-là. Quittez dans ces histoires de politiciens haineux qui vous blaguent. Parce que si vous sortez
et que vous vous faites massacrer, ou bien que vous vous faites blesser, ces politiciens qui vous ont mis dedans là, quand ils sont rentrés, est-ce qu'ils vous ont dit, nous sommes désolés pour les gens qui sont morts à l'ouest? Est-ce que nous sommes désolés? Même leurs propres partisans, ils disent non, nous sommes désolés je suis désolé pour ma mère et puis pour mon ami. Ça veut dire que vous-même qui étiez les partisans de l'opposition, qui avez été tués, vous ne comptez pas et votre vie n'a aucune valeur. C'est ce que votre propre leader était en train de vous dire. Et donc, moi, je crois que ça doit donner une idée aux uns et aux autres. Nous sommes très lucides dans ce que nous disons. La vie chère, c'est une réalité mondiale. Nous ne dédouanons pas les autorités. Elles ne communiquent pas correctement et suffisamment. Ça, on l'a dit et redit déjà. Mais au-delà de ce facteur-là, il faut que tous les cyberactivistes qui ont de la bonne volonté puissent sortir pour se mettre dans une dynamique d'éducation des masses. Parce que si c'est pour venir passer du temps, pour faire plaisir aux gens, pour faire rire les gens, ou bien pour créer des sensations, on ne fait pas une vie avec des sensations. On ne fait pas une vie parce qu'on a plus de vues, mais on crée une vie en changeant des vies, en changeant des manières de penser. C'est ça qui est le plus important. Sinon, ça serait une perte de temps. L'Occident, aujourd'hui, utilise les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, les gens sont en train de chercher comment aller refaire une nouvelle vie sur Mars. Mais nous, on est là, on utilise Internet pour dire non, je m'appelle ceci, je suis ceci, c'est moi, j'essaie de vulgaire sur les réseaux sociaux. Excuse-moi, le Burkina maintenant, il va explorer ils font des explorations sur, comment on appelle ça, ils vont sur, pour aller expédier et puis voir des données, comment on appelle ça, sur l'espace. Les satellites? Les satellites. Regarde les Burkinabés, on les insulte, ils sont bêtes, ils sont ceci, mais ils sont plus intelligents que nous. Nous, les Ivoiriens, on veut que de le lustre se fait apparaître. Les ont dit, allez passer des... Ce qui est plus important sur l'Internet, les Européens, ils ont nous créé l'Internet pour s'éduquer, pour apprendre. Mais pour nous, c'est pour les buzz. Les buzz, celui-là, il a trompé sa femme, que celui-là, le prêtre, il est ceci, il est cela. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Les Chinois, ils étaient plus malheureux. Les Japonais et les Chinois, ils étaient plus malheureux que les gens de l'Afrique. Mais comme ils ont su vivre jusqu'à aujourd'hui, ils sont en avance par rapport à nous. Ils ont quoi de mieux que nous? Ils viennent rechercher leurs richesses, les sources de richesse en Afrique. Pourquoi? Ils se mettent en bas. Et quand comme ils travaillent sur le soleil, ils vendent les conneries de mettre là commerçants dans les pays africains. Mais quand ils amènent l'argent. Même en France ici, moi les Philippines, mais quand tu vas dans transaction d'argent, pour faire transférer l'argent. Mais il faut partir voir les paquets d'argent qu'ils amènent en Philippines. Ils sont 5 dans une chambre de 14 mètres carrés, des listes proposées. Mais ils ne payent rien, ils ne contribuent à rien, mais ils contribuent à leur pays. Ils amènent l'argent, des paquets d'argent. Nous, les Africains, on fait quoi? On est là, la grande gueule en Europe. Parce qu'on est en Europe, on a eu la chambre de Bénin. Vraiment. Je crois que vous avez déjà dit tout ce qui est essentiel. Surtout, c'est à nous de nous poser la question sur le sens même de notre existence. Est-ce qu'on mérite d'être là? Est-ce que nous-mêmes, les Noirs, on mérite même qu'on nous respecte avec le comportement qu'on adopte? On veut pas. Nous, on fait, même quand on sort, on s'intègre. On n'est pas intégré dans la société où on a immigré pour envoyer la richesse dans notre pays. On ne le fait pas. C'est ça le problème. En fait, on vit sans objectif. Oui, voilà. Le noir même se caractérise par son manque de vision et d'objectif. Nous, on ne vit que dans les sentiments et dans l'improvisation. Et une fois que tu te donnes ce chemin-là, c'est pas comme ça que nos ancêtres ont vécu. Sinon, comment comprendre que nos ancêtres ont pu vivre plus de 6000 ans et ont imposé des civilisations et des civilisations. Mais qu'aujourd'hui, nous, on est complètement perdus. On ne sait pas où on va. On ne sait même pas qui est bon pour nous et qui est mauvais pour nous. Est-ce que dans un pays normal où les gens réfléchissent,
est-ce que Alassane Dramane Ouattara, là, on devrait compétir politiquement avec lui? On devrait lui dire, frère, fais ce que tu as fait, prends tes 40 ans, le jour que tu vas mourir là, on va continuer à faire de la petite politique, mais tout ce qu'on te demande là, fais ce que tu sais faire. Si on était dans un pays sérieux là, Alassane ne devrait pas faire de la politique. Alassane devrait être un homme qui vient, on lui dit, fais ce que tu as à faire, jusqu'à ce que tu meurs. Et quand il va mourir là, et que le pays sera suffisamment développé, on pourra faire ce qu'on a à faire. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de tuer un prophète sans s'en rendre compte. Sans se rendre compte. Mais c'est ce que Oufoué nous a dit. Nous, on était des petits enfants d'Oufoué, il nous a toujours dit. Quand Oufoué, il a dit dans ses discours, il dit le verbe, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Mais en temps, l'Ivoirien ne sautait jamais. Oufoué a payé un duplex ici pour les étudiants. Il a mêlé les étudiants. Nos papas, nos grands frères, qui venaient pour faire des études ici avec les bourses, tout, ils étaient au beurre en Europe ici. Dans le 13e, il y avait un bâtiment. Quand Babo est venu, il a vendu parce que tous ses frères pétaient quand il venait là. C'était une cité étudiante. Et tous, ils avaient les femmes, ils avaient des petits-enfants, ils sont venus pour étudier, pour partir. Ils sont restés ici. Mais quand Babo a pris le pouvoir, il est venu, il a vu que ses frères, ils faisaient du bordel. Il est venu dans le 13e, tout le monde est au courant. Il est venu, il a vendu cet immeuble-là. Il dit, mais ça ne sert à rien. Il y a des gens qui sont grands-pères dans ce immeuble d'étudiants que Oufoué a payé. Il a donné la bourse aux gens pour venir étudier, pour venir diriger le pays. Mais ils sont venus, ils sont restés, ils ont fait des emplois. Ils sont devenus des clochards, ils sont là encore. Il y a des gens qui sont clochards ici. Et puis la plupart qui m'excusent, ce sont mes parents. J'ai grandi à Gagnoua. Moi, mes parents, j'ai grandi à Gagnoua. Mon grand frère est né à Gagnoua. On a grandi à Gagnoua. Mais tout cela, c'est ça, des pétés. Ils étaient remplis. Mais Babo, tellement qu'il en avait marre, quand il est venu sa visite ici, lui-même il était ici, quand il a vu ça, il dit non, quand je deviens président, je vais vendre ça. C'est du n'importe quoi pour les Ivoiriens. Mais il a vendu. Mais ils ne disent pas ce que Babo a fait. Babo a vendu beaucoup de choses de fouilles. Il a vendu beaucoup de choses. Il dit c'est de l'argent perdu. Mais c'est vrai. Mais l'argent perdu, il a vendu. Mais il s'est enrichi. S'est enrichi avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut qu'ils arrêtent de nous embobiner avec tous les casses qu'ils font là. C'est quoi? On veut la paix. On est ici, on cherche à manger ici. On veut rentrer dans notre pays un jour. On ne veut pas rester ici. Vraiment. Vraiment, ce que vous dites est tellement profond et c'est tellement bien dit que ça doit amener chacun de nous à réfléchir. Et vraiment, nous vous disons vraiment merci pour cette brillante et brillantissime intervention. Parce que vous venez de... c'est pas tous les jours je le fais. Non, mais vous êtes tellement bien sorti que vous avez taillé dans le vif. Et vraiment, c'est très bien sorti. Et surtout, merci pour le don que vous avez fait la dernière fois. À notre sœur. Je vous en prie. Non, mais je vous en prie. Vous pouvez mettre à chaque bienfait, il faut le rappeler. C'est la justice. Il faut que la justice commence dans notre propre maison d'abord. Effectivement. Elle est punie, elle a des enfants, il faut qu'on participe. Mais elle a déconné, il faut que, on ne va pas rentrer dans les détails. Il faut que la justice commence chez nous, dans la porte. On dit qu'il faut balayer devant ta porte avant d'aller balayer chez toi. Effectivement. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous passez une très bonne soirée. Merci. Ok, merci bien. Je vous en prie. Okay. Allô? 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 Certainement qu'on a des problèmes de connexion peut-être. Allô? Ah, ok. Certainement qu'on n'arrive pas à s'entendre. Donc on va couper.
Voilà, donc, chers auditeurs, tous ceux qui avaient émis le souhait d'appeler, je crois qu'ils l'ont fait et nous sommes véritablement vers la fin de notre émission, vu qu'il n'y a pas eu suffisamment d'appels parce que le temps qu'on s'était imparti, ceux qui voulaient appeler se sont déjà signalés. Je vais encore insister pour la dernière personne qui souhaite parler et voir véritablement si elle pourrait parler et on va passer à la conclusion, si vous le permettez. Ok. Et donc, certainement que la personne ne pourra pas parler. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices, comme nous le disions, ceux qui souhaitaient parler, et comme nous l'avons dit, l'émission maintenant est cadrée de sorte que ceux qui veulent parler ont 30 minutes pour manifester le désir. Et donc, nous vous disons merci, surtout pour toutes les présentations que Madame Blanc nous fait chaque jour. Nous lui disons extrêmement merci. Et merci à vous, les auditeurs, de toujours nous faire confiance et de toujours nous apporter un plus dans le savoir. C'est avec abnégation que nous allons toujours continuer à faire ce que nous faisons, sans chercher forcément à prendre parti. Mais en même temps, il ne faut pas mentir, nous prendrons toujours parti du côté de la vérité. C'est ce qui est important pour nous. Et donc, nous vous disons de nous mettre résolument du côté de la vérité et de la justice. C'est à ce seul prix-là que nous pourrons construire une société juste, égalitaire, et que nous pourrons apporter de la crédibilité même à l'homme africain dans l'évolution des nations. Ce n'est pas dans le désordre, ce n'est pas dans la haine, ce n'est pas dans la méchanceté que nous allons en arriver à quelque chose de positif. Tous ceux qui aiment nos messages et tous ceux qui continuent de nous faire confiance, nous vous disons merci. Les appels ont été peu parce que c'est le week-end et donc demain nous n'aurons pas d'émission. Et tous ceux qui sont intervenus et tous ceux qui interviennent les autres jours, sachez que vous êtes très estimés et que nous vous aimons humblement et nous vous disons chaque jour merci. Demain sera un autre jour et après-demain en sera un autre. Ayons confiance en la vie, ayons confiance en ceux de nos dirigeants qui ont un objectif véritable pour nous faire progresser dans le concert des nations et continuons à croire en Dieu parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Je vous dis merci et bonne soirée à chacun. Merci beaucoup.